Bonjour, c'est Bertrand Lebovici, je suis médecin addictologue et je viens de publier un livre qui s'appelle Drogue, la longue marche et je vais essayer de vous raconter un certain nombre de choses que vous retrouverez dans le bouquin si vous avez la curiosité d'aller y voir. Alors, c'est un livre dans lequel je raconte un peu ce qui s'est passé avec les drogues. Je donne pas encore de définition du mot drogue, mais j'utilise une définition qu'on a tous en tête. Ce sont des substances qui modifient l'activité de notre cerveau d'une manière ou d'une autre. Et donc, j'essaye de raconter la manière dont l'histoire des drogues s'est développée depuis, disons, le début du 19e siècle. Avant le début du 19e siècle, il y avait des plantes qui avaient des propriétés qu'on appelle aujourd'hui psychoactives, qui modifiaient l'activité du système nerveux, mais c'était des plantes et on n'en connaissait pas les principes actifs. Par exemple, il y avait le cannabis, il y avait le pavot, il y avait le cocaïer dans les Andes, en Amérique du Sud. C'étaient des plantes et par ailleurs, il y avait peu de régulation concernant ces plantes, à la fois parce que la pharmacie moderne n'était pas née et l'idée même des toxicomanies n'était pas encore présente dans la société. Alors en fait, le premier événement qui va faire rentrer les drogues dans la période moderne se passe au début du 19e siècle, autour de 1817, lorsque, pour la première fois, on arrive à isoler l'un des principes actifs de l'opium. Alors l'opium, qu'est-ce que c'est? L'opium, c'est le suc du pavot. Le pavot, c'est une plante qui pousse principalement en Asie. Son suc, au départ, est blanc, et puis il brunit au soleil, et c'est ce suc qui constitue l'opium, du pavot à opium. Et on se doutait bien qu'il y avait un ou plusieurs principes actifs dans l'opium, mais en tout cas, on n'en avait jamais isolé aucun. Et c'est au début du 19e siècle, grâce au progrès d'une discipline absolument nouvelle qui s'appelle la chimie, qu'on arrive à isoler le premier principe actif de l'opium, qui en comporte beaucoup, et qu'on appellera la morphine, du dieu Morphée, le dieu des songes. Cette morphine, elle va rencontrer un instrument technique qui va apparaître quelques décennies plus tard, on est aux alentours du milieu du 19e siècle, et qu'on appelle la seringue hypodermique. Donc cette seringue, elle a un corps, elle a un piston, elle a une aiguille, et lorsqu'on appuie sur le piston, eh bien, on peut injecter, par exemple, dans une veine, on peut injecter une substance qui est soluble dans l'eau. Et il s'avère que la première substance qu'on va mettre dans une seringue, c'est de la morphine. Et on peut dire qu'avec la morphine d'un côté et avec la seringue hypodermique de l'autre, les conditions techniques sont réunies pour le début de ce qu'on va appeler plus tard les toxicomanies. Après la morphine, c'est beaucoup d'autres principes actifs de plantes qui sont isolés. En 1859, on isole le principal principe actif de la feuille de coca, du cocaïer, qui est un petit arbuste qui pousse dans les Andes, donc à des hauteurs relativement hautes, et ce principe actif va s'appeler la cocaïne. Mais il y a aussi beaucoup d'autres principes actifs, certains qui ne sont pas du tout psychoactifs d'ailleurs, qui vont être isolés. Toutes ces substances ont un point commun, ce sont des alcaloïdes. Ce sont des substances qui ont des propriétés alcalines, et on peut vraiment parler pendant tout le 19e siècle de la révolution des alcaloïdes. Bientôt, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier un petit peu ces substances. C'est comme ça que, en 1874, un Anglais va créer l'héroïne. L'héroïne, c'est une morphine un peu modifiée. C'est une morphine à laquelle, je dis ça pour les chimistes, on a ajouté 2 radicaux acétyl. Et donc, c'est de la diacétylmorphine, et elle va s'appeler héroïne parce que c'était un remède héroïque contre la toux des tuberculeux. La tuberculose, à l'époque, était une maladie extrêmement répandue. Et puis, la dernière étape de ce process, ça va être
au tout début du XXe siècle des substances qui sont entièrement synthétiques, c'est-à-dire des substances qui n'existent pas dans la nature, mais qui vont être créées par le génie humain, en particulier, et c'est la date c'est 1903, si ma mémoire ne me trahit pas, les barbituriques qui sont des très puissants sédatifs. Alors ça me permet d'aborder un autre problème qui est comment est-ce qu'on classifie les drogues? Parce qu'il y en a plein de drogues. Eh bien, habituellement, le moyen le plus efficace de les distribuer, c'est de faire une tripartition, de dire voilà, il y a des substances qui sont sédatives, des substances qui sont stimulantes et des substances qui sont hallucinogènes. Alors c'est quoi une substance sédative? En gros, c'est une substance qui ralentit le fonctionnement du système nerveux. La morphine et l'héroïne sont sédatives. Les barbituriques sont puissamment sédatifs. Il n'y a plus de barbituriques aujourd'hui, mais si on prend par exemple les benzodiazépines, elles sont sédatives. Elles endorment. Maintenant, si on lutte contre leur effet, elles peuvent avoir des conséquences exactement inverses. Mais habituellement, toutes ces substances ralentissent le fonctionnement du système nerveux, endorment, et donc il y a beaucoup de substances de cette nature qui sont donc des sédatifs. Les stimulants, c'est exactement le contraire. Ce sont des substances qui enlèvent le sentiment de la faim, qui enlèvent l'envie de dormir, et donc on peut rester parfois plusieurs heures, même plusieurs jours, après avoir pris un stimulant très puissant. Alors le premier stimulant auquel on pense, c'est évidemment la cocaïne, mais il s'avère qu'à la fin du XIXe siècle, on va inventer des substances entièrement synthétiques qui s'appellent les amphétamines, qui sont bien plus puissantes que la cocaïne et qui peuvent faire disparaître toute forme de fatigue ou de sommeil pendant 24 ou 48 heures. On parle aujourd'hui, j'en ai encore entendu parler hier, on parle aujourd'hui d'une substance qui s'appelle la 3-MMC. Eh bien, l'A3-MMC, qui est une substance qui est en train de se répandre actuellement parmi les consommateurs de drogue, c'est un très puissant stimulant. Il s'avère que ce n'est pas une amphétamine, je dirais une autre fois exactement ce que c'est, mais en tout cas, voilà, il y a des substances qui habituellement augmentent le rythme cardiaque, augmentent la tension artérielle, ce qui peut ne pas être sans danger, et augmente le fonctionnement, la vitesse de fonctionnement du système nerveux. On dit que ce sont des substances qui sont tachypsychiques. On parle de tachycardie pour le cœur ou de bradycardie lorsque le cœur bat très lentement. Eh bien, il y a des substances qui provoquent une tachypsychie et on a un sentiment de grande puissance intellectuelle, même si ce sentiment est d'ailleurs illusoire. Et puis, il y a une troisième catégorie de substances qu'on appelle les hallucinogènes. Alors, ce n'est pas toujours des hallucinogènes vrais, mais effectivement, ça provoque des modifications très profondes du rapport au temps, du rapport à l'espace. Le cannabis est habituellement classé dans cette catégorie, et puis surtout les psychédéliques, des substances comme le LSD, la psilocybine, qui est le principe actif d'un champignon. Et voilà, on peut à peu près distribuer toutes les substances dans l'une de ces trois catégories. Alors parfois c'est plus compliqué. Prenons l'alcool par exemple. Eh bien l'alcool c'est d'abord un produit assez stimulant. Les gens se mettent à parler à la fois plus vite, plus fort, à avoir beaucoup d'idées. Et puis progressivement, au fur et à mesure que l'on consomme, c'est la dimension sédative de l'alcool qui va prendre le relais. Et finalement on va rouler sous la table ivre-mort. Et donc c'est cette dimension sédative qui va tout écraser sous elle. La plupart des substances peuvent donc être classées comme ça. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je vous ai parlé des débuts de l'ère moderne des toxicomanies. Je vous ai parlé de la manière dont on peut distribuer les drogues dans ces trois grandes catégories. Et je vous dis donc à la prochaine fois. Salut!